Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les naufragés kurdes regroupés sur le camp militaire de Fréjus commencent à témoigner. Pour obtenir le droit d'asile, l'examen se fera au cas par cas. Ce soir, on en sait davantage sur la filière irakienne qui aurait organisé à prix d'or l'exil de ces familles qui ont quitté leur pays il y a près d'un mois. Au salon de l'agriculture, Jacques Chirac juge irresponsable la décision des scientifiques de mettre sous surveillance les viandes de mouton. Une controverse à laquelle le ministre de l'Agriculture répond par le principe de précaution. On a appris en fin de journée la disparition du peintre Balthus à l'âge de 92 ans. Il était l'un des rares artistes à avoir eu des œuvres exposées au Louvre de son vivant. Depuis près de 25 ans, il s'était retiré en Suisse. Et puis théâtre avec sur la scène de la Gaîté Montparnasse, Cravate Club, une comédie décapante, face à face Charles Berling et Édouard Baird, l'agitateur de Canal+, qui fait ses débuts au théâtre, Charles Berling qui enchaîne avec le même bonheur théâtre et cinéma, est notre invité. Prise en charge par des médecins et des bénévoles, soutenus par la solidarité de tout un département, les naufragés kurdes commencent à reprendre des forces et à raconter leur histoire, leur exil, leur fuite d'Irak. À chaque fois, des témoignages qui disent leur désespérance et l'urgence de gagner l'Europe coûte que coûte. Le sort de ces quelques 900 réfugiés, victimes de filières d'immigration dépourvues de tout scrupule, le sort de ces familles entières continue de susciter l'émotion et l'indignation. Pour l'heure, ils sont regroupés sur la base militaire de Fréjus qu'ils ne peuvent quitter. Reportage Agnès Gardet, Philippe Turpot, Hervé Pozzo. Son enfant dort là contre son ventre, il n'a que quelques jours. Il est né dans les cales du bateau infernal. 3 de ses femmes ont ainsi accouché pendant la traversée. Je suis épuisée. Et puis surtout, j'ai eu très peur pour la vie de mon bébé. Une nuit a passé. À peine le temps du repos et déjà les consciences s'aiguisent, les langues se délient. Tous les hommes que nous avons rencontrés accusent une seule et même filière. Tous également rappellent que ce n'est pas la misère qui les a poussés hors de l'Irak. Nous avions ce qu'il fallait, du travail, de l'argent, de la terre, du bétail. Ma famille et moi-même avons payé $20 000 pour fuir. Et si nous sommes partis, c'est à cause du gouvernement irakien et des persécutions. Et ces récits se répètent à l'identique pour faire une même histoire. Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'il faut faire vite, ce discours risque d'apparaître comme stéréotypé. C'est en tout cas ce que redoutent les associations humanitaires, des associations qui militent pour une procédure simplifiée de demande d'asile. Il faut reconstituer les familles, il faut reconstituer les identités, sans aucune certitude au demeurant, et après ça, essayer d'enregistrer quel est le fondement de leur demande d'asile. Alors ça va se traduire par des réponses stéréotypées. Persécution, situation politique, humanitaire. On va transmettre tout ça au ministère qui va dire réponse stéréotypée, pas de motivation personnelle, ne relève pas du statut de réfugié, demande manifestement infondée. C'est absurde, tout le monde sait que ça n'est pas vrai. Alors que la bataille administrative ne fait que commencer, il faut encore gérer l'urgence. Dans ce camp où les Kurdes vivent comme retranchés, 200 bénévoles de la Croix-Rouge sont à pied d'œuvre. Sans compter la générosité des uns et des autres, spontanée. Vous êtes venu avec quoi? Des vêtements d'enfants, des vêtements d'adultes, des serviettes de toilette. Un minimum, mais si tout le monde fait comme moi, je pense qu'on arrivera à les sortir un petit peu de là. Et puis il faut être avec eux. Un élan de solidarité qui devrait s'amplifier dans les prochains jours. Et il risque d'en avoir besoin, car il est fort probable que cette situation dite provisoire dure longtemps. Et on en sait bien davantage aujourd'hui sur l'incroyable périple que ces hommes, ces femmes et ces enfants ont accompli pour s'échouer sur une côte française environ un mois après avoir quitté l'Irak. Le récit de cette trajectoire de l'exil orchestrée par une filière irakienne qui recrutait au prix fort ses candidats à l'immigration. Stéphane Bretner. Voici ce qu'il reste de la fuite du commandant de l'ISTI et de son équipage. Ce canot a été retrouvé ce matin au large des lieux du naufrage. Identifié mais en fuite, les hommes sont toujours recherchés. Ce soir, les enquêteurs commencent petit à petit à reconstituer le parcours des 910 clandestins kurdes. Il y a 3 semaines, grâce à une organisation criminelle irakienne, ces habitants de la région de Mossoul passent la frontière turque. Prix du passage, 2000 francs par personne. À ce moment-là, ils sont pris en charge par une autre organisation. C'est une filière mafieuse turque qui les a conduits dans un premier temps
dans des maisons, des fermes isolées, et jusqu'à l'attente 10 à 15 jours d'un bateau prêt à partir. Donc ils ont été conduits il y a environ une semaine, samedi dernier, sur une plage aux côtes turques. Ils ont embarqué par des petites embarcations sur ce bateau. Ils ont été mis en fond de cale. Chacun débourse 20 à 30 000 francs pour monter sur le bateau. Visiblement, les autorités turques ont laissé passer ces clandestins avec un peu trop de complaisance. Les passeurs eux-mêmes, on ne connaît pas leur nom. En tout cas, ils étaient en étroite relation avec les autorités turques, parce que qui nous voyaient passer. Sans l'aide des autorités turques apportées aux passeurs, on n'aurait jamais dû passer. Les autorités turques ont affirmé qu'aucun port n'avait enregistré le passage de l'Istsi. Le vraquier aurait donc attendu en mer l'embarquement des clandestins. Ceux-ci sont alors partis pour l'Europe sans connaître leur destination. Selon le parquet de Draguignan, le bateau aurait fait escale en Grèce avant de remonter vers l'Italie pour s'échouer sur une plage de Saint-Raphaël, sans doute par hasard. Ce soir, de nombreux mystères subsistent. L'armateur est connu mais introuvable, le pavillon cambodgien, l'équipage serait turc, mais on ne sait toujours pas comment il a organisé sa fuite. Ces clandestins kurdes sont donc actuellement tous regroupés au sein d'un même camp militaire, considéré comme zone de transit. La totalité d'entre eux n'a aucun papier. Toute la question maintenant est de savoir quel sera leur devenir et selon quelle procédure ils pourront ou non obtenir le droit d'asile. Dès ce matin, François Hollande estimait qu'il ne fallait pas leur donner l'espoir d'une intégration. L'examen se fera au cas par cas. Que dit la loi? Comment obtenir le statut de réfugié? Les éléments de réponse avec Hélène Hugues. Ils ont tout abandonné, avec l'espoir de recommencer leur vie dans un monde meilleur. Comment faire preuve d'humanité à leur égard sans encourager l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains? C'est le cruel dilemme que posent les 908 réfugiés kurdes de l'Istsi aux autorités françaises, confrontés pour la première fois à une arrivée massive de réfugiés. En général, ils vont vers les Pays-Bas, l'Allemagne, parfois vers les pays scandinaves, et l'Angleterre parce qu'il y a déjà une communauté kurde irakienne importante, et l'Angleterre c'est l'ancienne puissance coloniale, donc il y a des gens qui parlent anglais, alors il y a des facilités. Et aussi en France, depuis 1993, il y a une restriction très sévère du droit d'asile. Les demandes d'asile étaient à 92% rejetées par l'OFPRA, donc les gens ne voulaient pas perdre leur temps, donc ils transitaient par la France. La France est en effet très stricte avec les immigrés clandestins. Dès leur interception sur le sol français, ils sont placés en zone d'attente. Les autorités étudient d'abord leur parcours. Si avant de poser le pied sur le territoire français, ils ont transité par l'un des pays de l'espace Schengen, ils seront renvoyés dans le pays en question. L'Istsi serait passé par la Grèce, il appartiendrait donc à Athènes de traiter leur demande d'asile. Mais si cette escale ne peut être prouvée, la France doit statuer sur leur sort. Les autorités étudient alors qui ils sont. S'ils ont fui leur pays pour des raisons économiques, ils n'ont aucune chance d'être admis en France, ils seront expulsés. L'asile politique ne peut être accordé qu'à ceux qui sont personnellement victimes de persécutions. L'asile politique ne concerne pas les populations en danger. Par exemple, les Kurdes irakiens qui ont été déjà gazés par Saddam Hussein, qui ont subi moult et moult agressions, ne peuvent pas, en tant que groupe, demander l'asile. Chaque individu doit pouvoir prouver qu'en tant qu'individu, il risque sa vie, qu'il est poursuivi par les autorités de son pays. C'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui étudie les demandes d'asile. Mais traiter un dossier prend entre 4 mois et 1 an. En attendant la décision, les réfugiés sont admis sur le territoire français avec un titre de séjour provisoire. Certains sont hébergés dans des centres d'accueil ouverts par les associations humanitaires, comme celui de Sangatte, dans le Pas-de-Calais. Ils n'ont ni revenus, ni permis de travail, juste l'espoir d'obtenir le statut de réfugié politique. En 1999, l'OFPRA l'a accordé à moins de 20% des demandeurs. Les autres sont allés grossir les rangs des travailleurs clandestins. Et en direct de Fréjus, Yasmina Farber a en jugé par les premières auditions. Les enquêtes au cas par cas seront particulièrement longues et fastidieuses. Or, ces naufragés kurdes ont, selon la loi, un temps limité pour rester dans ce camp de transit. Oui, ils ont environ 20 jours de délai. Du coup,
La préfecture du Var a mis en place des équipes administratives pour examiner toutes ces demandes et les conditions d'admission de ces réfugiés en France. Ils sont aidés par des fonctionnaires des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône. Il y a également une quinzaine d'interprètes sur place. Et puis mercredi, c'est une nouvelle échéance. Un juge de Draguignan va devoir gérer cette affaire au niveau judiciaire. Il va probablement venir sur place pour procéder à ce que l'on appelle une audience foraine, une audience générale. Il est vrai que ces réfugiés ont quasiment tous les mêmes déclarations. Les ministères évidemment de l'Intérieur et de la Justice suivent ce dossier de près. Il faut peut-être accélérer cette procédure pour savoir quel sera l'avenir de ces naufragés clandestins dans un délai effectivement de 20 jours. Merci Yasmina Farber de ces précisions. À présent, les réactions politiques qui se succèdent depuis hier, différentes tonalités qui ne sont pas marquées par les clivages habituels. Pour le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, il faut lutter contre les exploiteurs de misère humaine que sont les passeurs, mais les procédures légales devront être respectées. Pour Bertrand Delanoë, la France doit marquer sa réprobation et son choc émotif, mais il faut prévoir le rapatriement pour ceux qui ne demandent pas l'asile politique. Alors voyons maintenant les réactions dans l'opposition. Pour Philippe Séguin, ces personnes sont victimes de négligence. Il est évidemment hors de question de les remettre dans le bateau ou de les faire repartir. Il s'agit de réfugiés et non de clandestins. Enfin, pour Patrick Devedjian, porte-parole du RPR, il faut naturellement les accueillir. Quant à Charles Pasqua, il considère, lui, qu'il faut rapatrier d'où qu'ils viennent ces clandestins. Nous le disions dès hier, ces naufragés kurdes ont choisi l'Europe comme destination, mais la France, en raison d'une législation plus musclée, ne représente pour ces clandestins qu'une terre de transit. Globalement, depuis des années, c'est la Grande-Bretagne qui est considérée comme l'Eldorado de l'immigration. L'obtention du droit d'asile y était bien plus facile, mais Tony Blair, ces dernières semaines, a promis que son pays s'engagerait dans la lutte contre l'immigration clandestine. Sur place, Jérôme Benny, Jean-Pierre Bassin. De sources kurdes, leur communauté s'élève aux environs de 100 000, ici, en Grande-Bretagne, disséminée dans tout le pays au gré des services de l'immigration. À Londres, on les retrouve dans les quartiers nord. Les habitués de ce foyer de travailleurs kurdes viennent d'Irak. Ils suivent de près les mésaventures de leurs 908 compatriotes échoués sur la Côte d'Azur. Mais le souhait exprimé par ces derniers de gagner la Grande-Bretagne laisse sceptiques ceux qui maintenant connaissent bien la situation ici. En ce moment, c'est très dur, car il change radicalement la politique d'immigration dans ce pays. Mais en même temps, je ne veux pas décourager les Kurdes de venir ici. S'ils sont au bout du rouleau, il faudra bien qu'ils viennent, quelque part où ils se sentiront protégés, loin de l'oppression. D'abord, les candidats à l'immigration en Grande-Bretagne devront passer à travers les mailles de la police britannique qui pourra dorénavant effectuer des contrôles sur le tronçon français de l'Eurostar. Une police qui s'intéresse aussi aux camions débarqués des ferries, comme le constatait il y a quelques mois Jack Straw, le ministre de l'Intérieur britannique. Ces clandestins ainsi que les récidivistes sont envoyés dans des centres de détention. Les demandeurs d'asile, eux, peuvent bénéficier d'une assistance judiciaire. Ils ont 6 mois pour obtenir des papiers. 6 mois pendant lesquels ils touchent chaque semaine l'équivalent de 270 francs en bon d'achat alimentaire. Rares sont ceux qui obtiennent le statut de réfugié politique. La plupart, comme Jalil, doivent se contenter d'une situation précaire. Je n'ai pas réussi à convaincre le bureau de l'immigration que j'étais vraiment persécuté au Kurdistan. Le début des années 90 fut comme un âge d'or pour l'immigration kurde ici en Grande-Bretagne, mais cette période est bel et bien terminée et le plus dur pour les immigrés de toute nationalité, c'est tout simplement de traverser la Manche. Deuxième titre de l'actualité avec l'inauguration ce matin du Salon de l'agriculture en pleine crise aiguë de la vache folle. Jacques Chirac a allumé les feux de la polémique en jugeant irresponsable la recommandation de l'Agence française de sécurité sanitaire sur les viandes de mouton. Et le président de la République n'a pas mâché ses mots devant le ministre de l'Agriculture qui a justifié ce principe de précaution extrême. Jean-Baptiste Prédaly, Yves Juncker. Il ne faudrait pas qu'une crise nous fasse abandonner un peu tous les efforts de dizaines de générations. On en sortira, j'en suis convaincu. Cette année, visite présidentielle ou pas, on parle d'abord de crise au Salon de l'Agriculture. Bien sûr, pendant 4 heures, Jacques Chirac a respecté les usages et ses habitudes. Toutes mes félicitations, monsieur Lévy. Toutes mes félicitations. C'est très très bon. Et la vache est belle, ça c'est sûr.
ça va, il est superbe cet attelage. Toutes mes félicitations aux éleveurs de Gascogne. Merci. Mais l'actualité a vite repris le dessus. Côté syndicat agricole, on offre un veau au président de la République. Il sert, malgré lui, de porte-drapeau. Dans les allées, chacun proteste aussi à sa façon. Et Jacques Chirac profite de l'occasion. Il critique directement l'Agence française de sécurité sanitaire qui a recommandé des mesures de précaution sur la viande de mouton. Les scientifiques nous disent, nous n'avons aucune preuve de quoi que ce soit, mais on ne sait jamais, il pourrait y avoir un danger. Naturellement, moi quand je sors de chez moi, je peux être aussi renversé par une voiture ou un autobus. Il y a toujours un danger potentiel. Il appartient aux scientifiques de nous dire s'il y a ou s'il n'y a pas danger, et non pas d'alimenter ce qui pourrait être une psychose. Le ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, lui, continue de vouloir prendre le temps d'étudier l'avis de l'AFSA. En se posant défenseur du monde agricole, Jacques Chirac indirectement critique le gouvernement. D'ordinaire, dans ce salon, on parle d'agriculture. Ce matin, la politique n'a pas été oubliée. Le salon de l'agriculture qui, bien évidemment, vit à l'heure de cette crise de la vache folle, avec cette année de nombreux stands qui proposent leurs dispositifs permettant une meilleure traçabilité de la viande. Un seul mot, un seul slogan, tout faire pour rassurer le consommateur. Éric Mézy et Bruno Luvertou. À peine sorti de l'œuf et déjà couvert de bisous. Des dizaines de poussins vont suivre, indifférents aux regards curieux qui scrutent leur naissance. Une opération transparence pour cette marque de poulet label rouge qui n'a sans doute rien à cacher. Transparence donc, mais aussi traçabilité. Encore inconnu du grand public il y a peu, ce mot est aujourd'hui devenu un slogan. Donc à partir de ces noyaux, on va casser les membranes et libérer l'ADN. L'INRA met au point actuellement un système d'empreinte génétique qui assurera à 100% l'origine d'une viande. L'analyse de l'ADN d'un steak permettra de remonter jusqu'à l'élevage. Pour l'Institut, la survie de l'agriculture passe par cette traçabilité hyper sophistiquée. L'exigence et je dirais la bagarre internationale autour de l'identification va faire rage et que si nous voulons garder notre rang, nous aurons besoin de pouvoir répondre à ces exigences du marché international. Justement, une jeune société luxembourgeoise a déjà déposé un brevet mondial pour un système révolutionnaire. Un simple prélèvement de chair est placé dans un tube inviolable lors de la pose d'une boucle à l'oreille d'une vache ou d'un mouton. Il existe sur le pointeau un projectile qui va jouer le rôle d'emporte-pièce. Le morceau de tissu qu'on prélève va aller dans le tube et ce tube va être hermétiquement scellé. C'est un très gros marché. Ce système permettrait une traçabilité parfaite de la naissance de l'animal jusqu'à l'assiette du consommateur. Une information complète sur les œufs, le beurre, la farine, ainsi que des livrets présentant chacune des matières premières. Pas besoin de recherche d'ADN pour ces biscuits nouvellement créés et garantis entièrement naturels par leur fabricant Poitevin. Du sel de Guérande, du beurre de Barat, des œufs de ferme certifiés, une recette simple et qui marche. Près d'Hawaï, le bateau de pêche japonais qui avait été coulé par un sous-marin américain d'attaque nucléaire. Ce chalutier a été localisé une semaine après ce tragique accident qui a coûté la vie à 9 personnes, portées toujours disparues, sur les 26 qui étaient à bord. Pour l'instant, rien n'indique si l'épave est intacte ou si les corps des victimes ont été retrouvés. Par ailleurs, je vous rappelle qu'une commission d'enquête jugera les responsables de cette catastrophe où il semblerait que des civils aient manœuvré à bord du sous-marin américain. Aux États-Unis, Bill Clinton fait l'objet d'un nouveau scandale. En question, la grâce qu'il a donnée au dernier jour de sa présidence à un financier en fuite, soupçonné de fraude fiscale, Mark Rich, un homme d'affaires très influent qui aurait indirectement financé le parti du président. Aujourd'hui, Bill Clinton a tenté de justifier ce pardon très contesté dans les colonnes du New York Times, alors que la justice et le FBI viennent d'ouvrir une enquête. Le rappel de l'affaire, Isabelle Béchler, Édouard Perrin. Quand elle a appris que Mark Rich, milliardaire en fuite en Suisse, avait bénéficié d'une grâce présidentielle, la procureure fédérale de New York ne décolérait pas. Mary Jo White regrettait fort de n'avoir pas été consultée car c'est son bureau qui avait inculpé l'homme d'affaires en 83 pour fraude fiscale. Elle a décidé d'ouvrir une information sur un des derniers actes politiques du président Clinton, signé quelques heures avant qu'il ne passe la main à George W. Bush. Voilà 3 jours que les parlementaires américains sont réunis pour déterminer s'il y a eu trafic d'influence, car l'ex-femme de Mark Rich est une proche du couple Clinton. L'ex-madame Rich a offert pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de meubles aux Clinton et elle a fait d'énormes contributions de campagne.
S'agit-il pour autant d'un faux divorce, comme certains l'insinuent? Les contributions de Mark Rich via son ex-femme auraient-elles en fait acheté la grâce présidentielle? Rien ne permet encore de l'affirmer, mais la question est posée. Et le scandale vient du fait que l'absolution présidentielle est sans appel. Les pièces du dossier prouvent à mes yeux que le président a pour le moins commis une terrible erreur de jugement. Les parlementaires de la commission ne sont pas convaincus par l'avocat de Mark Rich et même les très proches de Clinton, comme l'ancien maire de New York, Ed Koch, sont outrés et déçus. Il est fini. Fini politiquement. Et il aura de la chance s'il n'est pas jugé coupable. Tous ceux qui le soutenaient au Congrès fulminent. Et ils sont consternés qu'il ait pu faire une chose pareille. De son côté, Bill Clinton affirme que rien dans sa décision n'est ambigu. Il tente de faire diversion en quittant les beaux quartiers qu'il briguait pour y installer ses bureaux. Au lieu de celui-ci, il a choisi un immeuble de Harlem, bien moins cher, en plein quartier noir, suscitant l'enthousiasme de son électorat de toujours. Une page sportive avec d'abord l'Enduro du Touquet, la 26e édition, qui a accueilli cette année plus de 300 000 spectateurs, un millier de motards en compétition. Et c'est le Français Thierry Bétis qui a remporté l'épreuve. Frédéric Vian, Frédéric Dujardin. Toute l'année ou presque, le Touquet est une cité tranquille où les balades sont romantiques. Une belle au bois dormant dont il faut tout de même se méfier, car il arrive parfois qu'elle se réveille. Le jour de l'enduro, ils sont plus de 200 000 qui ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. La moto est pour eux plus qu'une passion, c'est une religion. C'est dans le sang, on ne peut pas expliquer ça. Il faut conduire une moto pour comprendre. Plus mordus encore que les mordus, il y a les concurrents. 1000 enduristes prêts à tout pour empoigner leur moto avant les autres et donc mieux se placer sur la ligne de départ. Vous recevez ? La meute une fois lancée, une boucle de 15 km d'enfer mécanique attend les concurrents. Les dunes sont instables, les trous d'eau nombreux. Au final, moins de 500 des 1000 pilotes dépasseront la moitié du parcours. J'ai peur pour eux, c'est clair. C'est clair parce qu'en fait ils roulent, c'est le premier qui passe, on a peur quand on voit pas arriver au ravitaillement, on se demande 35 minutes, 40 minutes, il n'y arrive pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Il a pété une durite et on a attendu un moment, il est pas revenu, qu'est-ce qui se passe? Il est revenu en dessus. Ok quoi, avec les gaz d'échappement et tout. Ah ouais. Avec leurs modestes moyens, pas question bien sûr pour les amateurs d'imaginer concurrencer les grandes écuries. Mais l'important est ailleurs, il s'agit surtout de passer un week-end avec sa moto bien aimée, car l'enduro du Touquet, c'est aussi une histoire d'amour. En moins de 2 jours, le ski français revient sur le devant de la scène avec le doublé gagnant de Pierrick Bourja qui au Japon a remporté 2 victoires en 2 jours, un coup sur coup qui enthousiasme et impressionne autant ce jeune Français de 25 ans que sa famille qui a regardé les épreuves à l'autre bout de la planète. Portrait Florent Gautreau, Didier Guyot. Ses premiers skis, ses premiers chasse-neige, sa première étoile, c'était ici à Champs-Rousses. Pierrick Bourja connaît la station par cœur. Champs-Rousses, c'est son club, son repère. C'est parti. Sa mère est d'ailleurs monitrice à l'école de ski. Elle s'occupe des petits et elle sait pourquoi son fils est devenu un grand. Le potentiel, beaucoup de gens l'ont, mais il faut l'exploiter, il faut travailler, il a bien travaillé, moralement, physiquement, surtout après une blessure, c'est très très dur pour revenir et il voulait revenir de toute façon à son niveau et il est revenu même mieux. Donc il est comblé, quoi. C'est ça qui est énorme. Énorme, incroyable, improbable et pourtant Pierrick Bourja a bien gagné les 2 slaloms de Chicagogen. 2 courses en 2 jours devant les Autrichiens si souvent dominateurs cette saison. Bourja a enfin su exprimer tout le talent que l'on devinait depuis plusieurs années. Les Français ont trouvé un successeur à Sébastien Amier. Pour moi c'est monstrueux quoi. Parce que bon hier je gagne, c'était vraiment la joie. Et pour se remettre dedans pour aujourd'hui, j'ai réussi à bien le faire. J'étais fatigué, je me suis dit que ça allait être dur. Et je suis vraiment allé au fond de moi-même. 1m83, 85 kg, Bourja a longtemps hésité entre le rugby et le ski. Il n'a jamais regretté son choix malgré cette blessure au genou qui a gâché sa saison l'an dernier. Rééducation, musculation, nouvelle motivation. Ce parcours du combattant malheureusement bien connu des sportifs de haut niveau, Bourja l'a emprunté courageusement. Bourreau de travail à l'entraînement, le skieur de Champs-Rousses peut penser aux prochains Jeux Olympiques d'hiver. Une médaille aux Jeux, on connaît une monitrice de ski qui en serait particulièrement fière.
Du tennis avec la victoire d'Amélie Mauresmo à l'Open de Nice qui remporte après le tournoi de Paris son deuxième trophée. La Française a battu en finale la Bulgare Magdalena Maleva 6-2, 6-0. Quant à Sébastien Grosjean, il a dû s'incliner devant Evgeny Kafelnikov au tournoi de Marseille, 7-6, 6-2. Défaite aussi pour Sandrine Testu face à Martina Hingis au tournoi du Qatar, 6-3, 6-2. L'actualité culturelle dominée ce dimanche par la disparition du peintre Balthus. Il était un des rares artistes à avoir eu des œuvres exposées de son vivant au Louvre. Balthus vivait en Suisse depuis près de 25 ans. Il s'est éteint un peu avant son 93e anniversaire. Olivier Lenouza. Un chalet perdu quelque part en Suisse qui ressemble à un château. La dernière demeure du comte Balthazar Klosowski de Rolla dit Balthus. Le maître des lieux l'habitait en compagnie de sa seconde épouse. Balthus, rare et discret, rare et secret, vivait au milieu de la nature, lui qui aimait peindre un univers où régnait la lenteur et la solitude. Dieu a fait la nature et quand il a fini, il a trouvé que c'était très bien. Alors si Dieu trouvait très bien son œuvre, c'est qu'elle était vraiment bien. Dieu a créé la nature, Balthus tente de mettre Dieu dans le quotidien. La peinture, il la considère comme un chemin qui doit l'amener à découvrir le mystère du monde qui l'entoure. Je travaille tout le temps. Malgré mon grand âge, ça me maintient en vie. Toujours à contre-courant des modes, fuyant le parisianisme, Balthus s'installe à l'âge de 45 ans dans le château de Chassis, au cœur du Morvan, où il réalise toute une série de paysages. Balthus peint ses paysages non pas à l'intérieur du paysage, c'est pas comme un peintre impressionniste qui se promène avec ses pinceaux dans la campagne, pas du tout. Il se met au deuxième étage de son château, là où il a installé son atelier, et il regarde le paysage de loin. Il y eut le château de Chassis, il y eut la Villa Médicis, dont Balthus fut nommé directeur de l'Académie de France, autant dire ambassadeur de l'art par André Malraux en 1961. L'Italie, Rome, Venise et le Tintoret. Admirateur des grands peintres de la Renaissance, Balthus considère le dessin, domaine dans lequel il excelle, comme un art majeur. Des paysages grandioses, il en viendra à des scènes plus intimistes, et les peintures de très jeunes filles qui semblent s'exhiber innocemment seront un de ses thèmes de prédilection. Sans tapage, mais par le jeu des expositions de prestige, Balthus était devenu le peintre vivant le plus cher du monde. René Char a écrit de lui « Son œuvre est verbe dans le trésor du silence ». Les 16e victoires de la musique hier soir sur France 2, parmi le palmarès récompensant les talents de l'année, on retiendra forcément l'enthousiasme et la modernité d'Henri Salvador, qui a décroché 2 victoires, meilleur album de variété de l'année et meilleur interprète à 83 ans. Henri Salvador occupait à lui seul la scène de l'Olympia. Les moments forts de cette soirée, Olivier Lenouza. Il va vous raconter l'histoire des victoires à sa façon. Mademoiselle, qui passait sans souci. Je remercie tout le monde, tous les gens qui se reconnaissent à travers les chansons que je choisis. Dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. C'est le plus beau prix que l'on puisse recevoir parce que ce prix-là, c'est une reconnaissance. C'est pour moi la reconnaissance du public. Mademoiselle, tout cela n'est qu'un jeu. Il n'y a pas une personne nominée avec moi pour qui j'ai pas une grande tendresse, alors je leur dédie ce prix. Le plus beau jour est celui d'aujourd'hui. Il s'en fallut de peu que ce trophée soit posthume. Le trophée que vous m'avez remis a foutu le feu dans mon cœur et dans ma tête. Mais je trouve que vous avez mis le temps pour trouver l'allumette. Ah, mais loupé là. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver.
À Berlin, Patrice Chéreau a remporté aujourd'hui l'Ours d'Or du meilleur film pour Intimacy, son dernier long métrage tourné en anglais qui a suscité une certaine controverse compte tenu des scènes d'amour. Son actrice Kerry Fox a obtenu, elle, l'Ours d'argent de la meilleure actrice. Ce film est une coproduction France 2 et Arte. Théâtre avec sur la scène de la Gaîté Montparnasse, un duo décapant pour une comédie signée par le petit-fils du psychanalyste Lacan. Face à face, Charles Berling, qui est notre invité, et Édouard Baird, l'agitateur de Canal+, qui fait ses débuts au théâtre. Cravate Club, une comédie enlevée, une histoire d'amitié entre deux architectes qui racontent les névroses de la vie moderne. Béatrice Blandot, Philippe Quéroux. Ces deux-là jouent tous les soirs ensemble au théâtre et déjà, ils n'arrivent plus à se quitter. Comment ça va? Très bien. Attends, on va t'embrasser. Oui, je viens. Charles Berling et Édouard Baird, l'un est un acteur de théâtre confirmé, l'autre un animateur télé un peu fêlé. De leur complicité est né Cravate Club, une comédie. Je t'ai vu dans la scène de la marche aux Tuileries, génial. Allez, venez avec nous. Allez les copains. Moi, j'étais très intimidé ça parce que j'admire beaucoup ce Berling. Mais et voilà, et donc déjà sur scène le plaisir de jouer avec lui, parce que c'est une pièce où vraiment les deux sont l'un sur l'autre. Mon personnage est tout le temps en train d'observer, de me dire qu'est-ce qu'il est en train de lui arriver. Pendant 1h30, on rit beaucoup, et pourtant le thème abordé est grave. Entre ces deux hommes, l'amitié va tourner au cauchemar. Non, parce que tu as l'air de dire que je me défile là. Je veux dire, je n'ai pas décidé de ne pas venir à ton anniversaire de peur de m'ennuyer. Tu es mon ami, Bernard. C'est quoi ce club? Pourquoi tu n'en parles pas? C'est pas... Et peu à peu, les reproches deviennent des accusations. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je te raconte pas tout. Mais si, enfin, tu me racontes tout. Ah, tu me le reproches? Je ne te le reproche pas, je dis simplement que tu n'es pas quelqu'un de très... pudique. Et si maintenant je te foutais mon poing sur la gueule, c'est parce que je le voudrais, c'est ça. Eh ben, allez, tiens, allez, maintenant. Adrien ne supplie personne, jamais. Et surtout, n'allez pas vous imaginer que vous êtes lié à Adrien. À qui tu parles? Adrien ne se lie pas. À qui il parle? Mais l'amitié peut aussi être simple. Charles Berling et Édouard Baird nous le prouvent pour ce premier duo à la scène. Charles Berling, bonsoir. On a l'habitude de vous voir au cinéma comme au théâtre dans des rôles extrêmement différents. Pour quelle raison cette fois-ci vous avez plongé à pieds joints dans la comédie? Oh ben disons que la comédie c'est par là que j'ai commencé. Je veux dire, moi j'ai commencé à aimer jouer parce que je faisais rire les gens. Et après j'en ai fait au théâtre des comédies, mais pas beaucoup c'est vrai. Et au cinéma j'en ai fait une l'année dernière qui va sortir en avril avec Richard Berry et Daroussa. Mais c'est pour moi un style que j'avais envie de retrouver, de faire le clown, j'aime beaucoup. Mais le public ne le sait pas, donc il vous découvre avec bonheur dans cette pièce. Est-ce que vous aviez besoin de vous mettre en danger? Vous l'avez dit, vous êtes construit au théâtre, vous avez une quarantaine de pièces à votre actif. Et vous voilà face à un acteur qui fait ses débuts, donc Édouard Baird. Ça vous déstabilise? Est-ce que c'était un besoin de fraîcheur, de changer de marque? C'est déstabilisant et c'est ça qui est bien. Enfin, moi j'aime ce métier parce que on est déstabilisé, on repart toujours un peu à zéro. Donc là, c'était travailler avec Isabelle Nanty sur cette pièce et avec Édouard, c'était chercher dans un autre style de théâtre des émotions fortes et puis de retrouver un style de théâtre que j'avais pas envie d'abandonner complètement. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit au fond dans cette pièce qui a un petit parfum de Woody Allen? Oui, c'est-à-dire ce qui est très agréable avec ce genre de pièces, c'est que c'est des pièces qui sont très directement en prise avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est un théâtre qui est très percutant pour aujourd'hui, qui est à la fois... Parce que la pièce, elle n'est pas seulement drôle, elle est assez violente. Elle raconte bien la névrose d'aujourd'hui, de tous ces gens qui amalgament tellement l'amitié, l'amour, le travail, que à force de faire des amalgames, on finit par un petit peu tout mélanger. Donc c'est ce qui arrive à ces deux personnages et qui donne le burlesque de la situation, qui fait que la pièce devient à la fois tout le monde sort de la pièce en disant on s'y reconnaît, c'est horrible, et en même temps c'est la grâce des comédies, c'est-à-dire qu'on rit, donc ça... Alors, je voudrais qu'on en vienne quand même à votre parcours, un parcours avec un axe, il me semble-t-il, très résolu, très déterminé, mais sans fulgurance, sans tapage. On a l'impression que vous avez un parcours sans faute, 15 ans de carrière, du talent, du savoir-faire, et que vous êtes un bosseur. Oui, c'est-à-dire j'ai été formé précisément par le théâtre, donc
Donc pour moi, ça a été toujours une discipline et puis un travail qui, j'ai un ami qui disait les OR, c'est-à-dire les ouvriers du rêve. C'est-à-dire moi, je pense qu'on fait un métier où il faut beaucoup travailler parce que sinon le public a souvent l'impression que c'est qu'on fait les marioles et puis voilà, mais je pense que quand il y a un travail derrière, c'est un petit peu ce qui s'est passé là pour Édouard. Édouard, qui n'avait pas l'habitude du théâtre, il a dû tout d'un coup se contraindre à un texte et tout ça, et la preuve en est qu'en travaillant, il est arrivé à quelque chose de très bien. C'est que maintenant, donc pour moi, le théâtre, et ce qui est agréable, c'est que, disons que ma notoriété, la reconnaissance du public, elle va en même temps que ce que je ressens moi. Justement, vous parlez de reconnaissance du public, à propos alors peut-être de récompense. Vous êtes nominé pour les prochains Césars, oui, pour votre film Destinée sentimentale. Vous y attachez de l'importance ? Ne me dites pas non. Non, j'ai eu la chance d'être nommé déjà 5 fois pour les Césars, donc d'être reconnu, de ne pas faire du cinéma depuis si longtemps que ça, et d'être reconnu par les gens qui en font, donc ça me fait extrêmement plaisir. De ne pas l'avoir, c'est bon, jusqu'à présent c'est ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je ne suis pas un accro des prix, mais ça fera du bien. Mais oui, enfin, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire. Bien sûr que oui. On parlait de se mettre en danger, c'est vrai que vous êtes un fou du saut en parachute, en chute libre. Grâce à mon cousin, j'ai découvert la chute libre, et je dois dire qu'il y a des parallèles d'ailleurs à faire avec le théâtre, et cette porte qui s'ouvre et ce saut dans le vide, c'est quelque chose que je trouve tout à fait fascinant. Je fais ça dans un club à Cahors et je suis extrêmement heureux de faire ça. Et après 15 ans ou 20 ans de théâtre, on a encore le même trac. Oui, c'est ça, exactement. Le saut dans le vide. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci d'avoir été notre invité. Je voudrais juste ajouter, saluer Marc Tircelin qui arrive, là demain, voilà, parce que j'ai une grande passion pour la voile et je suis très ami avec Marc, et c'est vrai qu'après le 3e, on oublie un peu ceux du Vendée qui triment aussi, et je pense à Marc et à tous ceux qui suivent derrière, qui sont aussi pour moi de grands héros de la voile. Mais on le lui dira. Merci d'avoir été notre invité. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Les naufragés kurdes regroupés sur le camp militaire de Fréjus commencent à témoigner. Pour obtenir le droit d'asile, l'examen se fera au cas par cas. Ce soir, on en sait davantage sur la filière irakienne qui avait organisé à prix d'or l'exil de ces familles qui ont quitté leur pays il y a près d'1 mois. On a appris en fin de journée la disparition du peintre Balthus à l'âge de 92 ans. Il était l'un des rares artistes à avoir eu des œuvres exposées au Louvre de son vivant depuis près de 25 ans. Il s'était retiré en Suisse. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet. 20h50, votre film du dimanche, Le Parrain numéro 3. 1h20, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain, 13h, le journal Gérard Holz. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.